Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé Qu'est-ce que l'immunothérapie? Je m'appelle Alain Bergeron, je suis de la Ville de Québec et je suis bénévole pour Cancer de la Vessie Canada depuis environ 4 ans. Alors, c'est moi qui ai le plaisir d'agir à titre de présentateur et de modérateur pour la présentation de ce soir. Pendant qu'on laisse encore aux gens un peu de temps pour se connecter, s'installer, je voudrais juste vous rappeler qu'un volet important de la mission de cancer de la vessie Canada est de fournir de l'information aux patients atteints d'un cancer de la vessie et le webinaire de ce soir s'inscrit justement dans ce volet. Vous avez peut-être déjà entendu parler des nouveaux traitements d'immunothérapie qui sont disponibles pour le traitement du cancer de la vessie infiltrant le muscle, mais vous ne savez peut-être pas vraiment de quoi il s'agit exactement, ou encore vous savez de quoi il s'agit, mais vous avez encore beaucoup de questions. On est très content et très reconnaissant d'avoir le docteur Blais avec nous ce soir, qui va justement nous expliquer ce qu'est exactement ce type d'immunothérapie, et il sera là aussi pour répondre à vos questions. Avant de vous présenter formellement notre conférencier, j'ai quelques informations et consignes à vous transmettre. Sachez que ce webinaire est en cours d'enregistrement et qu'il sera éventuellement disponible sur le site web de Cancer de la Vessie Canada. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les autres webinaires qui sont disponibles sur le site web. Vos micros et caméras resteront éteints pendant toute la durée de la présentation. À la fin de la présentation, lors de la période de questions, si vous voulez poser des questions, nous allons alors réactiver votre micro et votre caméra. Pour nous faire savoir que vous voulez poser une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction « Lever la main » ou si votre Zoom est en version anglaise, la fonction « Raise Hand » qui se trouve au bas de votre écran. Si vous préférez, vous pouvez aussi poser vos questions via la boîte de discussion ou plutôt ce qu'on appelle le chat en anglais. La fonction chat se trouve dans les commandes qui sont aussi au bas de votre écran. Si vous voulez utiliser le chat pour poser une question, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la présentation pour le faire. Vous pouvez nous envoyer votre question n'importe quand pendant la présentation. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour partager vos pensées ou commentaires avec le groupe pendant la présentation. Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez aussi envoyer un message via le chat, et puis Teresa et Chassa sont là pour vous aider. C'est maintenant le moment de vous présenter notre conférencier de ce soir, le docteur Normand Blais. Le docteur Blais est le directeur du laboratoire d'hémostase thrombose du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Il est aussi le directeur de l'unité de recherche clinique en hémato-oncologie du Centre intégré de cancérologie du CHUM. Et il est aussi le directeur du programme de bourse de recherche en oncologie thoracique de l'Université de Montréal. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur l'immunothérapie et sur la façon dont elle est utilisée pour traiter le cancer de la vessie infiltrant le muscle. Sans plus tarder, je laisse la parole au Dr Blais. Dr Blais. Merci pour l'introduction. Pour compléter mon CV, j'ai deux activités cliniques principales. Je m'occupe des cancers thoraciques, donc du poumon essentiellement, puis des cancers urologiques, dont une grande partie de mes activités de recherche sont pour le cancer de la vessie. Les cancers de la vessie et les cancers du poumon ont beaucoup de choses en commun. Ces deux cancers qui sont reliés à l'utilisation du tabac comme un des facteurs de risque les plus importants. Puis, les traitements pour la maladie avancée sont très similaires. Donc, quand je traite mes patients avec cancer du poumon et cancer de la vessie, les principes, les grands traitements, puis les objectifs aussi sont très partagés. C'est quelque chose qui se marie assez bien dans ma vie, puis ça m'aide beaucoup à pouvoir avancer dans la recherche, puis aussi comprendre les patients qui sont en traitement. Donc, on m'a demandé ce soir de parler de l'immunothérapie, puis j'ai toujours la discussion avec mes patients qui me demandent c'est quoi l'immunothérapie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne au niveau des impacts sur la maladie, puis c'est quoi les effets secondaires aussi du traitement. C'est toujours quelque chose qui est assez difficile à expliquer, puis vous allez voir ce soir que je vais vous présenter des choses qui sont quand même assez abstraites,
mais je vais essayer de vous donner je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible pour que vous arriviez à comprendre les principes de traitement, puis aussi comprendre comment ça s'intègre dans le traitement du cancer de la vessie. Donc, on me demande de vous partager mes conflits d'intérêts potentiels. C'est surtout des honoraires pour des avis médicaux que je donne dans le contexte de recherche que je fais avec la plupart des compagnies qui ont des produits dans le domaine de l'immunothérapie. Puis, j'ai des bourses de recherche actives avec AstraZeneca qui supportent au CHUM un effort de pouvoir identifier le cancer à partir d'ADN qui circule dans le sang. Donc, avec une prise de sang, on est capable de détecter certains cancers. Puis ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup pour l'avenir. Si on peut arriver à détecter, puis à surtout voir l'absence de cancer dans une prise de sang, on pense que c'est quelque chose qui, dans l'avenir, va nous aider beaucoup à mieux traiter nos patients. Donc, ça, c'est mes activités de recherche. Pour ce soir, on va se limiter à définir l'immunothérapie, à voir qu'est-ce que ça va avoir pour le traitement du cancer de la vessie, puis on va parler un petit peu d'options pour l'avenir. Donc, j'ai à peu près une trentaine de diapositives. Ça pourrait me prendre 30 à 40 minutes là, en fonction de la vitesse à laquelle je parle. C'est la première fois que je donne cette présentation avec ces diapos-là. Des fois, je parle beaucoup, des fois, je parle moins, mais une chose certaine, c'est qu'il va y avoir le temps pour une période de questions à la fin. Puis, je vous invite à ne pas être gêné. C'est quelque chose qui est difficile, surtout si c'est la première fois que vous entendez parler de ce sujet-là. Je suis pas mal certain que vous ne pourrez pas tout saisir ce que je vais vous partager, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir poser des questions puis expliquer davantage dans la période de questions. Donc, pour comprendre l'immunothérapie, il faut premièrement savoir c'est quoi le système immunitaire. Le système immunitaire, ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est facile à comprendre. C'est quoi? On le voit, on sait que ça pompe du sang. C'est un organe qui est donc très facile à comprendre. Les poumons, les reins, le foie, à la limite, c'est des organes qui sont assez bien définis puis qu'on peut comprendre assez facilement. Le système immunitaire, c'est un organe aussi, c'est un organe qui a une fonction très importante, mais comme vous pouvez le voir sur le dessin, c'est un organe qui est partout, qui est très diffus, puis qui est même caché à l'intérieur du reste des autres organes de notre corps. Donc, vous voyez en vert, c'est la représentation de tous les vaisseaux lymphatiques. Ce n'est pas des vaisseaux sanguins, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de globules rouges qui circulent dans ces vaisseaux-là, c'est juste du liquide, un liquide clair qu'on appelle la lymphe qui circule dans tous ces vaisseaux-là, puis qui arrêtent à certains endroits où vous voyez des petites boules. Là. Les boules, ça s'appelle des ganglions. Les ganglions, c'est les endroits où les cellules du système immunitaire se concentrent. On va parler des cellules du système immunitaire un petit peu plus tard, mais sachez que les ganglions lymphatiques ont un rôle important c'est le centre de commande, si on veut, de toutes les activités du système immunitaire pour essayer de reconnaître des corps étrangers, reconnaître des bactéries, reconnaître n'importe quel organisme qui pourrait nous envahir. Donc, on va, par le système immunitaire, essayer de détruire ces éléments étrangers-là. Donc, le thymus fait partie du système immunitaire, la rate fait partie du système immunitaire, les amygdales font partie du système immunitaire. Alors, vous voyez que tous ces organes-là ensemble vont être notre organe de protection contre les virus, contre les bactéries, mais aussi contre les cellules cancéreuses, parce que je vais vous montrer que les cellules cancéreuses, en général, en fait pas en général, mais toujours, c'est des cellules de notre corps, mais qui se sont transformées par la mauvaise nature des choses. L'ADN, des fois, quand les cellules se divisent, se transforme, puis ça donne lieu à des cellules qui sont anormales. Puis parfois, ces cellules anormales-là peuvent grandir dans notre corps puis devenir cancéreuses. Alors, souvent, le système immunitaire est capable de les reconnaître et lorsqu'on les reconnaît, bien, la cellule va être détruite, mais parfois, le système immunitaire n'arrivera pas à la reconnaître, puis c'est là qu'on va avoir un problème. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, c'est sur cette diapo que je vais vous parler un petit peu de comment un cancer peut devenir un cancer. Puis,
on part à gauche avec des cellules normales. C'est des cellules qui ont affaire à être dans notre corps, des cellules qui sont dans notre poumon, des cellules qui sont dans notre cœur, des cellules qui sont dans notre foie, dans nos reins, un peu partout dans notre corps, dans la vessie. Puis, ces cellules-là se multiplient toujours. Donc, une cellule devient deux cellules devient quatre cellules. On remplace des cellules qui meurent parce que ça fait partie de notre croissance comme être humain normal. Donc, on a besoin d'avoir un renouvellement constant de ces cellules-là pour avoir un organe qui est sain et qui est en forme. Donc, parfois, quand les cellules se multiplient, il y a une erreur dans la multiplication. Puis l'ADN qui devrait se transformer, qui devrait se copier de façon parfaite, bien, ça arrive des fois que la copie de l'ADN n'est pas parfaite. C'est comme quand on était à l'école, on nous demande de faire des copies, bien, des fois on se trompe sur un mot. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir déjà parlé, fait le jeu du téléphone, là, mais une erreur peut devenir une erreur plus importante, peut devenir une erreur plus importante. Puis c'est ça qui arrive des fois dans certains cancers. Donc la cellule normale bien, peut devenir anormale. Puis, vu que le système immunitaire est partout, bien, le travail du système immunitaire, c'est de reconnaître cette cellule-là normale-là, puis de dire, bien, il y a quelque chose de pas correct, puis dans cette cellule-là, on va la détruire. Donc, ça, c'est ce qui arrive 99,999% du temps dans notre vie, parce que des cellules anormales, on en fabrique souvent. Mais rarement, mais quand même de façon plus importante, puis qu'est-ce qui peut arriver quand on développe un cancer, c'est qu'il y a une cellule anormale qui, avec son anomalie, a été capable de se cacher. Alors, elle ne se cache pas vraiment là, parce qu'elle n'a pas une capacité puis elle n'a pas un cerveau pour pouvoir se cacher, mais la façon dont elle est devenue anormale n'a pas permis au système immunitaire de la reconnaître. Donc, cette cellule-là, elle va être anormale, elle ne va pas être reconnue par le système immunitaire, puis elle va continuer à se multiplier. C'est là que cette cellule-là peut devenir cancéreuse. Donc, pour qu'un cancer soit un cancer, bien, il faut que ce soit une cellule qui est anormale, il faut que ce soit une cellule qui est capable de se multiplier, il faut que ce soit une cellule qui est capable de vivre dans un environnement particulier, puis il ne faut pas que le système immunitaire soit capable de la détruire. Alors, essentiellement, un cancer, c'est un amas de cellules qui sont capables de survivre dans un corps humain sans être reconnus par le système immunitaire. Puis ça l'amène à un concept important, c'est que si on est capable de transformer le cancer avec des médicaments pour que le système immunitaire soit capable de le reconnaître, bien, potentiellement qu'on peut avoir un traitement intéressant pour pouvoir traiter ces cancers-là. C'est comme ça que l'immunothérapie a été développée en concept, puis ça a amené des traitements qui sont efficaces pour nos patients. Donc, nos défenses, donc le système immunitaire, bien, il y a plusieurs choses dans le système immunitaire. On a des défenses naturelles, on a des larves qui contiennent des molécules, des enzymes qui détruisent les bactéries, les virus. Donc, nos larves ont un rôle important pour nous défendre contre les infections. Les voies respiratoires ont beaucoup de mucus qui tapissent notre nez, notre gorge, la trachée, nos poumons, qui vont englober des bactéries, des virus, puis chasser ces éléments-là à l'extérieur de notre corps. Ça ne fonctionne pas toujours, mais si on n'avait pas ça, puis les patients qui ont une fibrose kystique, par exemple, ont un défaut au niveau du mucus dans leur voie respiratoire, puis ça les amène à avoir beaucoup plus d'infections que nous, on peut en avoir là, sans cette maladie-là. La peau, évidemment, c'est une barrière très importante contre les infections. Vous pouvez vous imaginer de vous être déjà coupé puis qu'il y a eu de l'infection qui se fasse dans la coupure. Bien, dès qu'on se coupe, c'est plus facile pour les bactéries de pénétrer. Donc, ça fait partie de notre défense immunitaire, mais on a aussi des cellules du système immunitaire. Là, quand je parlais des ganglions tout à l'heure, il y a des éléments dans les ganglions qui sont vraiment importants pour qu'on puisse se combattre contre des infections. Puis en bas à gauche, on a les lymphocytes. Donc, il y a beaucoup de classes de lymphocytes, lymphocyte B, lymphocyte T mémoire, cytotoxique, auxiliaire, régulateur. Vous n'avez pas besoin de tout savoir ça, mais il y a beaucoup de catégories de lymphocytes qui sont donc des cellules qui sont directement occupées à essayer de nous défendre contre des agresseurs, donc des virus, des bactéries, des cellules cancéreuses. Puis il y a aussi des cellules qui ont un rôle
disons, non spécifiques, mais qui vont quand même être importants dans le système immunitaire. C'est les neutrophiles, les basophiles, les éosinophiles, les macrophages, les cellules dendritiques. Donc, tous ces éléments-là ensemble sont très importants. Si on manque de neutrophils, si on manque de macrophages, si on manque de lymphocytes, on va avoir un problème du système immunitaire. Il y a des enfants qui naissent avec des anomalies qui font en sorte qu'ils manquent certains éléments de leur système immunitaire. Puis c'est des enfants qui sont à risque d'infection puis qui meurent souvent jeunes d'infection, soit aiguë ou même chronique. Donc, c'est tous des éléments très, très importants. Mais même chez un adulte sain, normal, il y a certains cancers qui se développent parce que, justement, la cellule cancéreuse contient quelque chose qui fait en sorte que le système immunitaire n'est pas capable de la reconnaître. Donc, vous voyez la cellule cancéreuse là, qui est dépictée en jaune avec des lymphocytes qui arrivent proches de la cellule cancéreuse pour commencer leur rôle d'attaquer la cellule cancéreuse qu'ils ont reconnue comme un corps étranger, si on peut dire, pour commencer à la détruire. Donc, quand le système immunitaire fonctionne bien, donc vous voyez que le cancer ici est dans le milieu du dessin. On commence en bas à gauche. Si on a des cellules dendritiques qui sont capables de prendre certaines parties de la cellule cancéreuse, certaines protéines de la cellule cancéreuse, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ces protéines-là, puis ils vont aller se promener dans le corps. Donc, les cellules dendritiques vont se promener. Vous voyez le numéro 2, les cellules dendritiques qui se promènent. Ils vont se promener jusqu'à temps qu'ils reconnaissent des lymphocytes T qu'on va appeler CD8 naïfs. Ce n'est pas important les termes, mais c'est juste pour être plus spécifique. Donc, les cellules dendritiques vont aller vers les lymphocytes T, puis c'est ces lymphocytes T-là qui vont reconnaître la protéine. Ils vont dire, est-ce que cette protéine-là, je la connais? Est-ce que c'est une protéine normale ou est-ce que c'est une protéine anormale? Mais s'ils reconnaissent que c'est une protéine anormale, ils vont proliférer, ils vont s'activer, puis ils vont retourner se promener, ils vont aller dans le système lymphatique, puis ils vont finir par arriver là où les cellules cancéreuses sont, puis ils vont dire, ah, j'ai retrouvé l'endroit où il y a la protéine anormale, moi, je vais commencer à produire mes produits toxiques pour me débarrasser des cellules cancéreuses. Alors, vous comprenez ici qu'il y a tout un mécanisme, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que sur le dessin, mais c'est quand même une illustration pour vous montrer que s'il y a quelque chose du cancer qui est anormal, le corps est capable de trafiquer, de fabriquer des lymphocytes T qui vont finir par revenir à la tumeur pour la détruire. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans une cellule cancéreuse qui fait en sorte que les lymphocytes T ne sont pas capables de la reconnaître. Donc, il y a plusieurs, on va appeler ça des récepteurs. Là. Vous voyez qu'il y a des connexions entre la cellule cancéreuse et le lymphocyte T. Il y a beaucoup de récepteurs qui ont un rôle important pour que le système immunitaire puisse être actif. Donc, il y a des protéines qui s'appellent le complexe CMH, il y a toutes sortes de récepteurs différents, on va en reparler un petit peu plus tard, mais tout ça, c'est des protéines qui sont sur la surface des cellules cancéreuses qui permettent aux lymphocytes T de faire leur travail. Donc, parfois, il y a des cellules cancéreuses qui n'ont pas de complexe de CMH. Donc, déjà, c'est difficile pour la cellule cancéreuse de voir ou de reconnaître la protéine anormale parce que c'est là que la communication se fait en deux cellules. Donc, il y a des cellules cancéreuses qui se développent sans ces complexes-là. Ça leur donne un avantage certain parce qu'ils sont capables de proliférer en l'absence de reconnaissance du système immunitaire. Dans le 2, il y a parfois des cellules cancéreuses qui fabriquent des protéines, qui fabriquent plusieurs substances qu'on va appeler des cytokines, qui font en sorte que les lymphocytes T n'ont pas le goût d'aller dans cette région-là. Donc, ils vont chasser d'une certaine façon la présence des lymphocytes T. Donc, ils vont pouvoir vivre dans leur environnement de façon tranquille sans avoir
les lymphocytes, les méchants lymphocytes T qui viennent leur détruire. C'est comme les cytokines, c'est un peu comme la senteur d'une moufette qui serait produite par la cellule, là, qui fait en sorte qu'on n'a pas le goût d'aller jouer dans ce coin-là. Donc, il y a aussi, ça c'est très important, des régulateurs négatifs. La cellule cancéreuse peut produire à sa surface, ou en tout cas quand la cellule cancéreuse a à sa surface certains régulateurs qui disent au lymphocyte T, ben, touche-moi pas, moi je suis quand même une bonne personne, là, tu ne devrais pas m'attaquer. Ben, il y a certaines protéines qui ont ce rôle-là, qui sont capables de convaincre les lymphocytes T de rester tranquille et de ne pas faire de réaction contre elles. Donc, il peut avoir une reconnaissance d'une protéine anormale, il peut avoir une activation des lymphocytes T, mais le lymphocyte T peut arriver à la tumeur, puis se faire dire par la tumeur « Hey, je ne suis pas si pire que ça, là, attaque-moi pas ». Donc, ça, c'est les régulateurs négatifs, puis c'est un des éléments majeurs qui a permis de trouver des médicaments pour réactiver le système immunitaire pour certains cancers. Donc ça, je sais que c'est bien compliqué à comprendre, mais si vous avez compris une partie de cette diapo, vous allez pouvoir comprendre la suite des choses. Donc, il y a plusieurs façons qu'on a trouvées au fil des années pour exploiter le système immunitaire pour guérir le cancer. Puis, le plus vieil exemple, c'est le BCG. Le BCG, c'est la bacille de Calmette-Guérin. Ça fait partie d'un vaccin qu'on utilise depuis des dizaines d'années pour combattre la tuberculose. Puis, le cancer de la vessie n'a rien à voir avec la tuberculose, mais on s'est rendu compte que si on injecte cette protéine-là, le BCG, dans la vessie, bien, on peut produire une réaction immunitaire très violente dans la vessie qui n'est vraiment pas spécifique au cancer, mais toute la série de réactions qui se fait suite à l'administration du BCG fait en sorte qu'il y a tellement de cellules immunitaires qui apparaissent dans la vessie que ça finit par avoir une activité contre la tumeur. Donc ça, on va appeler ça une immunothérapie non spécifique parce que ça fait juste provoquer une inflammation, provoquer une réaction vive dans la vessie, puis c'est suffisant pour que, dans certains cas de tumeurs superficielles, on soit capable de se débarrasser du cancer. Alors, j'ai dit cancer superficiel parce que si le cancer est trop avancé, si le cancer est trop profond dans la vessie, bien, cette réaction superficielle de la vessie qui est produite par le BCG n'est pas capable d'atteindre toute la profondeur du cancer. Donc, le BCG qui est utilisé vraiment pour les cancers les plus superficiels, les plus précoces. Donc, quand on a un cancer qui n'est pas trop avancé, le BCG peut être très utile. Donc, il y a aussi une autre catégorie de médicaments qui s'appelle des anticorps dirigés contre les cellules cancéreuses. Alors, les anticorps sont représentés par des petits missiles bleus là, à deux têtes. Puis c'est comme ça qu'on représente toujours les anticorps. Là. Ça forme comme un Y. Quand vous voyez un Y comme ça sur des dessins, là, en général, on parle toujours d'anticorps. Puis, on peut en laboratoire faire des anticorps qu'on va appeler monoclonaux parce qu'ils sont dirigés contre un seul clone, monoclonal, un seul clone. Ils vont être dirigés contre une chose en particulier. Puis, on peut les manufacturer pour être dirigés contre un élément de la cellule cancéreuse, une protéine. On a fait des anticorps monoclonaux pour attaquer la COVID. Donc, chez des gens qui sont très malades, qui sont immunosupprimés, qui avaient la COVID, on leur donnait des anticorps monoclonaux. Le plus célèbre, je ne devrais pas nommer son nom, mais quand Donald Trump a eu sa COVID, il a été très rapidement administré des anticorps monoclonaux pour le protéger de la COVID. Donc, on peut donner des anticorps monoclonaux contre toutes sortes de choses, mais dans le cancer de la vessie en particulier, on peut donner des anticorps monoclonaux pour détruire des cellules cancéreuses parce qu'une fois que l'anticorps monoclonal va identifier sa cible, bien, après ça, bien, les anticorps monoclonaux, quand le reste des cellules du système immunitaire reconnaissent qu'il y a des anticorps sur quelque chose, bien, ça les aide à faire le travail d'aller tuer cette cellule-là. Donc, ça, c'est les anticorps monoclonaux. Un des exemples d'anticorps monoclonal qui est utilisé maintenant pour le cancer de la vessie, c'est l'enfortumab vedotin. C'est un anticorps qui est spécial parce qu'il est fabriqué avec la chimiothérapie qui est attachée sur le Y. Alors, vous voyez que sur le Y inversé à votre gauche,
il y a 4 petites boules rouges, puis ça, c'est de la chimiothérapie qui était attachée sur l'anticorps. Alors, l'anticorps, lui, il trouve la cellule anormale, il va se lier, puis là, la cellule, bien, elle, quand elle voit un anticorps, elle essaie de s'en débarrasser, elle mange d'une certaine façon, on appelle ça de la phagocytose, mais elle mange l'anticorps, puis une fois qu'il est dans la cellule, bien, c'est comme un cheval de Troie, la chimio est libérée dans la cellule, puis est capable de donner de la chimiothérapie beaucoup plus spécifiquement dirigée contre la cellule cancéreuse. Donc, c'est une façon un peu nouvelle, c'est comme un cheval de Troie qui donne la chimiothérapie juste là où on veut que la chimiothérapie soit donnée. Donc, ça augmente l'efficacité du traitement, puis ça diminue les effets secondaires de la chimiothérapie parce que ce n'est pas toutes les cellules du corps qui reçoivent le traitement. Donc, l'enfortumab vedotin qui est utilisé pour le cancer de la vessie depuis quelques années au Québec et au Canada. Donc, il y a d'autres façons d'exploiter le système immunitaire. Puis ça, c'est les nouveaux traitements qui sont disponibles depuis quelques années. C'est les inhibiteurs de point de contrôle. C'est un nom très complexe, mais point de contrôle, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la cellule cancéreuse qui est en mauve, elle peut exprimer une protéine très importante qui s'appelle le PDL1. Donc, quand le lymphocyte T, quand les cellules du système immunitaire voient le PDL1, le lymphocyte T, il y a un contre-récepteur qui s'appelle le PD1, puis ça, ce message-là, c'est un message qui dit touchez-moi pas, moi je suis gentil, puis vous n'avez pas à m'attaquer parce que dans le fond, j'ai de l'air pas normal, mais dans le fond, je ne suis pas si anormal que ça, laissez-moi tranquille. Donc, ce PDL1-là, si la cellule cancéreuse a appris à l'exprimer par son évolution, parce que, encore une fois, la cellule cancéreuse n'est pas capable d'apprendre rien, mais si la nature a fait en sorte que la cellule cancéreuse a été capable d'exprimer le PDL1, les lymphocytes T ont tendance à être moins actifs pour détruire les cellules cancéreuses. Puis ça, c'est quelque chose qui donne un avantage aux cellules cancéreuses, c'est bien certain. Donc, les anticorps monoclonaux qui ont été fabriqués, c'est des anticorps monoclonaux, donc, mais ils ne reconnaissent pas le cancer, hein, comme sur l'enfortumab vedotin que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils reconnaissent le PDL1, puis ça bloque le mauvais signal qui va donc empêcher le lymphocyte T de l'utiliser pour empêcher son travail. Donc, si on donne un anticorps qui est soit anti-PD1 ou anti-PDL1, bien, cette communication mauvaise-là ne pourra pas se faire. Puis le lymphocyte T, bien, avec un peu de chance, il va pouvoir faire son travail puis réapprendre à tuer la cellule cancéreuse. Alors, quand on donne des anti-PDL1 ou des anti-PD1, on voit souvent dans plusieurs patients que le système immunitaire va être capable de détruire le cancer sans avoir à donner de chimiothérapie, sans avoir à détruire la cellule cancéreuse directement, mais indirectement, on sert d'une particularité du système immunitaire pour venir à nos fins, puis ça, c'est détruire le cancer. Donc, de façon plus graphique, vous voyez la cellule cancéreuse qui exprime le PDL1 avec le PD1 qui vient endormir de façon symbolique le lymphocyte T. Puis nous, on veut bloquer cette communication-là pour que le lymphocyte T se réveille et soit capable de détruire la cellule cancéreuse. Donc, de façon encore schématique, là, vous avez la cellule tumorale qui exprime le PDL1, la cellule du système immunitaire qui est fermée. Et alors, si on fait un traitement qui bloque ce signal-là, bien, on réveille le système immunitaire pour détruire la cellule cancéreuse. Donc, c'est bien beau tout ça. Il faut comprendre que le système immunitaire, c'est très, très, très compliqué. Moi, je ne suis pas un immunologue, je ne suis pas un spécialiste en immunité. Puis, je sais par contre que plusieurs différentes protéines, plusieurs récepteurs, plusieurs mécanismes qui sont impliqués dans le système immunitaire. Puis le PD1 puis le PDL1, c'est juste un de ces mécanismes-là. Il y a plusieurs nouveaux principes de traitement qui sont en train de se développer, qui touchent aussi au système immunitaire. Puis on espère qu'il y a différents types de traitements qui vont pouvoir être efficaces pour différents types de patients. Puis ça encore, on ne connaît pas la finesse de toutes ces subtilités-là que le traitement du cancer pourra nous apporter dans le futur.
Là, maintenant, on sait que le PD1, PDL1, ça peut être bon pour certains patients, mais quand ces traitements-là ne fonctionnent pas, bien, il y a peut-être d'autres mécanismes qui sont en jeu qu'on ne comprend pas encore très bien. Puis ça va prendre d'autres recherches pour essayer d'aller plus loin dans ces possibilités-là. Donc, la quatrième possibilité d'immunothérapie, c'est tout ce qui est la vaccination. Donc, il n'y a pas beaucoup de cancers encore qui peuvent se traiter par des vaccins. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas en faire, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en faire, c'est juste parce que le cancer résiste souvent à nos efforts de vaccination. Le système immunitaire est assez complexe. Donc, ça prend des protéines qu'on injecte qui sont capables d'être reconnues comme des protéines du cancer. Puis, il faut après ça que le système immunitaire soit capable de réagir au vaccin pour aller finalement détruire la tumeur. Alors, c'est quand même complexe. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours avec plusieurs types de vaccins. Les vaccins, ça peut être seulement des protéines qu'on injecte. Ça peut être parfois même des virus où on cache des protéines du cancer dedans. Puis, dans certains cas, on prend même des cellules cancéreuses du patient. On opère le patient, on enlève ces cellules cancéreuses, puis on trafique ces cellules-là en laboratoire pour qu'ils deviennent plus reconnaissables par le système immunitaire. Donc, c'est de la recherche, ce n'est pas quelque chose qui existe encore, mais pour l'avenir, c'est certainement une modalité de traitement qui pourrait devenir très, très intéressant. Pour l'instant, ça peut se faire en études, mais c'est très, très, très coûteux. On parle de traitements qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars pour un seul patient. Donc, j'ai fait le tour des différents principes d'immunothérapie. Là, je vais reprendre ces mêmes principes-là pour parler un peu de comment le cancer de la vessie est traité selon le stade. Donc, vous savez sans doute, pour ceux qui ont côtoyé le cancer de la vessie de près ou de loin, qu'on peut avoir une tumeur très légère avec une maladie très superficielle qui peut être traitée avec succès avec des traitements locaux. Donc, on injecte du BCG, par exemple, dans la vessie, puis ça peut être suffisant pour traiter le cancer, alors qu'il y a d'autres tumeurs qui sont plus avancées. Lorsque le muscle est touché, là, dans l'exemple numéro 4, mais ça devient une maladie beaucoup plus inquiétante qui a un plus grand risque de se disséminer. Puis parfois même, on trouve que la maladie est déjà métastatique, c'est-à-dire que le cancer a déjà traversé la vessie, a déjà envahi d'autres organes comme les ganglions, le foie, les poumons, les os, puis donne une maladie avec un pronostic beaucoup plus mauvais. Puis quand même des possibilités de traitement parce que l'immunothérapie et la chimiothérapie sont quand même des options pour ces patients-là. Donc, il faut vraiment comprendre que dans les maladies de la vessie, dans les cancers de la vessie, il y a deux gros groupes de tumeurs. Il y a les tumeurs qu'on va appeler des TA, des TIS ou des T1. C'est des tumeurs superficielles. 50% vont progresser à un niveau plus avancé, mais ce n'est pas des maladies qu'on considère tout de suite à risque de complications ou de mauvaise évolution. En général, c'est des maladies qui évoluent bien, mais c'est des maladies quand même qu'on traite parce que ça peut revenir, puis ça peut parfois se présenter à un niveau plus avancé. Les tumeurs infiltrantes, c'est des T2, des T3, des T4. C'est ce qu'on appelle les tumeurs qui infiltrent la musculeuse ou le muscle important de la vessie. Puis si on ne les traite pas, il y en a 50% au moins qui vont donner des métastases. Même si on fait une cystectomie, il y a déjà 50% des gens qui vont avoir de la maladie qui va être déjà répandue à d'autres organes, donc dans les ganglions ou ailleurs dans le corps. Donc, on adapte nos traitements en fonction du risque de la situation dans laquelle la tumeur se trouve, dans laquelle le patient se trouve au moment du diagnostic. Donc, pour ce qui est de la maladie localisée à la vessie, donc, je vous ai déjà dit qu'il y a une grosse distinction entre la maladie qui n'atteint pas le muscle. Donc, dans ces cas, on peut faire des résections locales et puis on peut faire de l'immunothérapie sous forme de BCG. Les autres traitements dans cette maladie-là n'ont pas encore été suffisamment étudiés pour qu'on sache s'il y a d'autres médicaments qui pourraient aider le BCG à faire mieux son travail. Il y a des études en cours à ce niveau-là. Pour ce qui est de la maladie qui atteint le muscle, on utilise encore la chimiothérapie. C'est un agent, c'est des médicaments très importants qui ont un rôle certain puis qui peuvent guérir plusieurs patients. La résection de la vessie a souvent un rôle à ce niveau-là. Puis, dans la dernière année, on a eu des résultats d'études cliniques qui ont démontré qu'un médicament anti-PD1, le nivolumab,
pouvait améliorer les résultats suite à une cystectomie. Donc, c'est un médicament qui va probablement avoir un rôle à jouer dans l'avenir pour les patients qui viennent d'être opérés pour un cancer de la vessie. Quand la maladie est plus avancée, parfois présent dès le diagnostic, mais parfois on a des récidives qui arrivent après une cystectomie, après un traitement local. Donc, quand la maladie est plus avancée, on a d'autres options de traitement. C'est rare qu'on peut vraiment guérir une maladie métastatique, mais maintenant, il y a certains patients qui ont des évolutions tellement bonnes à long terme qu'on pense que certains de ces patients-là peuvent être guéris. Donc, on est toujours optimiste quand on voit un patient avec une maladie métastatique en espérant que le patient qu'on a devant soi va avoir une évolution très bonne avec les traitements. Puis ça inclut la chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie, le traitement des symptômes. Mais vous voyez qu'on utilise tous ces traitements-là dans la meilleure combinaison pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc là, je vais parler plutôt de l'immunothérapie. Là, je vais laisser de côté les autres traitements parce que le sujet de ce soir, c'était vraiment plus l'immunothérapie. Alors, je vous ai déjà dit que l'immunothérapie, c'est des médicaments qui se donnent dans un soluté, donc c'est intraveineux. Je vous ai déjà mentionné que ça ne vise pas le cancer spécifiquement, mais on veut vraiment stimuler la capacité du système immunitaire de détruire le cancer. Donc, contrairement à la chimiothérapie qui peuvent avoir des effets secondaires parce que ça peut détruire certaines cellules normales du corps, donner des effets secondaires comme la fatigue, les nausées, parfois des baisses de globules blancs, baisse de l'hémoglobine, de l'anémie. L'immunothérapie, lui, ne va pas donner ce genre d'effets secondaires-là. Donc, on reçoit la poche de soluté, puis après, il n'y a pas de réaction. Le lendemain, le surlendemain, on ne se sent pas moins bien, on est très content parce qu'on n'a pas eu d'effet secondaire au traitement, mais parfois, le système immunitaire, lui, va s'activer. Puis, on veut qu'il s'active contre le cancer, mais des fois, il s'active contre les cellules normales de notre corps. Donc, il y a à peu près, en fait, il y a certains patients qui vont avoir des réactions qu'on va appeler immunes. Là, j'ai une diapo pour vous expliquer c'est quoi. Puis, pour ce qui est du cancer de la vessie, l'immunothérapie peut amener des réponses vraiment très impressionnantes d'environ 20 des patients qu'on penserait qu'il n'ont pas vraiment de chance de guérison. Mais dans ces 20 de patients-là qui répondent très bien à l'immunothérapie, la durée de la réponse peut durer plusieurs années. Moi, j'ai un patient présentement qui, ça fait 9 ans que je le suis post-immunothérapie, qui est encore en rémission. Donc, on a un espoir que lui a vraiment eu une réponse fantastique au traitement qui va durer toute sa vie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on suit encore parce que des récidives tardives, ça peut toujours arriver. Donc, quand je parlais tout à l'heure des effets secondaires de l'immunothérapie, c'est différents organes du corps qui peuvent être attaqués par le système immunitaire qui est tout excité parce qu'on a donné un médicament dans le corps qui rend les cellules du système immunitaire plus actives. Donc, pour des raisons qu'on connaît encore mal, parfois le système immunitaire va s'attaquer contre la peau, ça va donner comme de l'eczéma, ça va t'attaquer contre la thyroïde, ça peut donner de l'hypothyroïdie, ça peut attaquer les intestins puis donner une colite. Donc, c'est des réactions qui ne sont pas dues aux médicaments, mais qui sont dues au fait que le système immunitaire est rendu trop excité, trop énervé. Puis dans certains cas, il faut calmer la réaction en donnant des médicaments comme la cortisone, la prednisone ou d'autres immunosuppresseurs pour calmer la réaction du système immunitaire. La bonne nouvelle dans ces réactions-là, c'est que quand ça arrive en général, ça arrive souvent chez des patients qui ont eu un très bel effet contre la tumeur. Donc, c'est une mauvaise nouvelle qui vient souvent avec une bonne nouvelle. Donc, les patients en général, ils ne sont pas trop nécessairement déçus parce qu'ils voient bien que leur cancer s'est amélioré. Puis, on peut gérer ça avec des médicaments, cette réaction-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important pour nous de vérifier quand on traite des patients parce que c'est des réactions qui peuvent quand même être sérieuses. Et donc, ça fait partie des effets secondaires qu'il faut expliquer aux patients avant de commencer un traitement d'immunothérapie. Donc, où en sommes-nous au Canada avec l'immunothérapie? Donc, pour résumer, dans les stades localisés, on a le BCG.
On peut utiliser l'immunothérapie avant potentiellement une chirurgie, donc dans la maladie localisée, dans la maladie qu'on veut opérer. Mais on ne sait pas si ça vaut la peine de donner l'immunothérapie avant une opération, avant une cystectomie. Mais il y a des études qui vont venir qui vont peut-être nous donner plus de réponses à ces questions-là qu'on se pose toujours. Parfois, on peut utiliser la chimio et la radiothérapie pour détruire le cancer de la vessie au lieu de l'opérer. Bien, avec la chimio et la radiothérapie, on pourra peut-être un jour donner de l'immunothérapie pour augmenter l'efficacité, puis peut-être de permettre de traiter des patients avec des maladies avancées sans avoir besoin de faire une cystectomie. Il y a des études en cours à ce niveau-là. Après la cystectomie, c'est là que je vous mentionnais tout à l'heure qu'il y a des données de l'utilisation du nivolumab, qui est un anticorps anti-PD1, donc qui est de l'immunothérapie qu'on peut donner après l'opération pour diminuer les chances que la maladie revienne. On attend des données plus matures pour savoir si on aide vraiment à guérir la maladie. On sait qu'on peut retarder la récidive de la maladie avec le nivolumab, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est de prouver qu'on peut guérir vraiment plus de patients avec le nivolumab. Ça, les résultats vont nous arriver dans les prochaines années. Pour le moment, le médicament est approuvé par Santé Canada, mais il n'est pas encore remboursé par la RAMQ ni par d'autres provinces au Canada. Donc, si on peut le donner, c'est si on a accès à un programme d'accès de la compagnie qui nous donne le médicament gratuitement, ou pour certains patients qui ont des assurances, ça peut être discuté avec votre médecin, mais encore là, c'est des données très préliminaires. On n'a pas tous les résultats qu'on aimerait avoir pour nous aider à prendre une décision sur la meilleure utilisation du nivolumab. Dans la maladie plus avancée maintenant, il y a beaucoup plus d'études parce que quand on fait des études cliniques, on commence toujours par les patients les plus malades, puis on va de plus en plus vers des stades plus précoces. Mais dans la maladie métastatique, on sait que on peut utiliser l'avelumab chez des patients qui viennent de commencer un traitement pour une maladie de la vessie. Donc, si on utilisait de la chimiothérapie, on sait que la chimiothérapie donne des très bons résultats, mieux que l'immunothérapie. Donc, on a tendance à utiliser la chimiothérapie d'abord. Mais lorsque la chimiothérapie fonctionne bien, bien, on peut continuer le traitement avec un autre traitement d'immunothérapie qui s'appelle l'avelumab. Puis pour les patients pour qui la chimiothérapie n'a pas eu les résultats qu'on espérait, bien, en deuxième intention, on peut donner le pembrolizumab, qui est un autre médicament de cette même classe-là. Pourquoi l'avelumab? Pourquoi le pembrolizumab en deuxième intention? C'est parce que les études cliniques ont été faites dans ces contextes particuliers, puis on a tendance à donner les médicaments qui ont été vraiment bien prouvés dans un contexte particulier. Donc, peut-être que le pembrolizumab donné dans un contexte de première intention ferait le même travail, mais on n'a pas les données pour supporter cette notion-là. Donc, on va vraiment avec les médicaments selon les études cliniques qui ont prouvé le bénéfice dans tel ou tel scénario. Puis l'enfortumab vedotin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le cheval de Troie avec l'anticorps monoclonal avec la chimiothérapie attachée dessus. C'est surtout utilisé pour des patients chez qui la chimiothérapie et l'immunothérapie avec des inhibiteurs de point de contrôle comme l'avelumab et le pembrolizumab n'ont pas fonctionné. Donc, on a quand même beaucoup d'options pour nos patients dans ces différents scénarios-là. Pourquoi on ne donne pas tous les médicaments en même temps? Bien, parce qu'il y a une question d'effets secondaires. Plus on donne de médicaments en même temps, plus il y a des risques d'effets secondaires importants. Puis si on donne un ou deux traitements puis que nos patients arrêtent les traitements parce que c'est trop mal toléré, bien évidemment, bien, on n'ira pas loin dans le traitement. Donc, il faut utiliser quand même nos médicaments de façon sécuritaire et prudente pour arriver au meilleur résultat. Donc, c'est important de considérer des protocoles de recherche parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. On veut améliorer la qualité des soins, on veut améliorer les traitements puis diminuer les effets secondaires des traitements. C'est des médicaments très dispendieux, donc on veut apprendre à mieux les utiliser, à en donner le moins possible quand ce n'est pas nécessaire. Puis, on veut aussi diminuer l'impact sur le système de santé. Maintenant, on donne beaucoup d'immunothérapie dans les centres d'oncologie, puis ça a eu comme effet parce qu'il y a beaucoup de patients qui survivent maintenant à long terme. Donc, on a beaucoup plus de patients qui sont dans des chaises de chimiothérapie pour recevoir de l'immunothérapie, mais il y a moins de place pour d'autres patients qui en auraient besoin pour d'autres traitements. Donc, ça crée une surcharge dans le système. Puis ça, bien, si on peut diminuer cette surcharge-là, on va pouvoir traiter plus de patients plus rapidement. C'est évidemment ça qu'on veut comme médecin pour que tout le monde puisse bénéficier des meilleurs traitements qui existent actuellement.
Donc, il faut savoir que dans des protocoles de recherche, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, puis ça doit toujours être discuté avec les médecins. Donc, on peut profiter des nouveaux traitements de fine pointe avec la recherche, mais on peut aussi ne pas aimer avoir à venir plus souvent au centre d'oncologie. On peut aussi ne pas aimer avoir un suivi qui est trop encadré, qui demande des scans, des prises de sang à tel intervalle. Donc, ça, c'est des choses que vous devez demander à l'équipe de recherche, aux médecins, puis à l'équipe de recherche qui est sur place, des questions pour décider si vous voulez participer ou pas à des protocoles de recherche, mais c'est une question qui se pose très bien quand vous devez discuter de l'aspect du traitement avec vos médecins. Donc, c'est ma dernière diapositive. J'espère que vous avez au moins compris certains éléments de ma présentation, mais je veux vous laisser sur l'impression qu'il y a beaucoup de changements dans le traitement du cancer de la vessie. Moi, quand j'ai fait ma formation il y a une vingtaine d'années, le cancer de la vessie, on considérait que c'est une maladie pour laquelle il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de traitement, puis c'était une malchance, puis il fallait vivre avec cette malchance-là, puis on finissait par en mourir. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup de patients qui ont la chance de bien répondre au traitement puis de bénéficier d'une très belle qualité de vie pendant longtemps avec les traitements. Je n'ai pas parlé de la chimiothérapie aujourd'hui, mais je veux que vous sachiez que c'est un traitement qui demeure très important, très utile pour plusieurs patients. Puis il ne faut pas négliger l'impact que la chimiothérapie peut apporter parce que parfois on a des réponses très importantes dans le même ordre d'importance que ce que l'immunothérapie peut nous apporter. Mais c'est vrai que l'immunothérapie est maintenant devenue une composante importante du traitement, puis en l'utilisant de façon intelligente, en combinaison avec la chimiothérapie, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Il y a des études en cours, donc peut-être que je vais venir vous reparler dans 1 an ou dans 2 ans avec des nouveaux éléments, avec des nouvelles réponses qui vont peut-être encore nous donner encore plus de chances de bien traiter nos patients. Puis, même si vous n'avez pas tout compris ce que j'ai mentionné, les médecins sont là pour répondre à vos questions. Il ne faut pas se gêner de les poser. Si vous êtes gêné de les poser, écrivez-le sur une feuille de papier. Puis quand vous arrivez dans le cabinet du médecin, bien, vous pouvez donner la feuille à votre médecin ou juste répéter les questions que vous avez considérées. Puis ça nous fait toujours de répondre à vos questions. Puis ça ne devrait jamais être un obstacle à votre visite médicale d'avoir des questions à poser à votre médecin. On est vraiment là pour ça puis pour vous aider. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ce n'était pas trop compliqué comme présentation, puis je suis vraiment heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Bien, merci beaucoup, Dr. Blais, pour cette excellente présentation. Alors, c'est vraiment très encourageant et aussi très excitant de voir ces nouvelles modalités de traitement pour le cancer de la vessie avancé. Alors, maintenant, on va passer à la période de questions. Alors, veuillez s'il vous plaît utiliser le bouton lever la main ou raise hand pour poser votre question. Ou sinon, vous pouvez écrire votre question dans la boîte de discussion, c'est-à-dire dans le chat, et puis je vais les lire. Alors, je vois qu'il y avait déjà des questions. Il y a Marie-Claude qui demande, est-ce que le BCG se donne qu'une seule fois? Ben oui, la réponse est oui. Puis la considération, c'est vraiment de pouvoir parler avec son urologue, parce que moi, je suis un oncologue qui s'occupe plutôt des traitements intraveineux, des traitements systémiques, mais les urologues, eux, donnent des traitements dans la vessie, puis c'est eux qui administrent le BCG. Puis en fonction du stade de la maladie, si c'est une maladie localisée, on peut recevoir du BCG, par exemple, à une reprise. Puis si la maladie revient 2 ans plus tard, bien, on peut juger que c'est encore pratique et pertinent de redonner le BCG une deuxième fois. Mais si on a reçu du BCG pendant 6 mois, puis que la maladie revient 2 mois après, bien, on a moins confiance que le BCG va fonctionner une deuxième fois. Donc, des fois, on change de traitement. Il y a d'autres traitements qu'on peut donner dans la vessie, mais des fois, on voit aussi que la maladie s'est propagée un petit peu plus. Donc, des fois, ça arrive qu'on dit, ben là, il faut arrêter de penser que le traitement local va fonctionner. Puis, on considère des solutions plus agressives comme la cystectomie ou la radiothérapie. Mais encore là, je ne peux pas donner des réponses spécifiques à chaque personne. Il faut vraiment parler à son médecin, à son urologue, à son oncologue pour qu'il puisse vous expliquer dans la situation exacte dans laquelle vous vous trouvez. On a Pascal ici qui a raconté l'histoire de son père qui a un cancer de vessie, qui
Apparemment, lors des examens, on a su qu'il ne pouvait pas être opéré. Et puis, alors, il a eu un scan et puis et, ils ont détecté des taches au poumon, au foie, à différents endroits. Alors, son médecin veut lui faire un traitement de chimio pour ensuite faire de l'immunothérapie pour prolonger. Est-ce que le patient doit absolument recevoir de la chimio avant l'immunothérapie? C'est un cas un peu spécifique, hein. Oui, mais ça, je peux répondre facilement à la question. Là, j'avais lu la description, là, puis c'est vraiment une question qui demande un médecin sur place qui connaît bien le dossier. Moi, j'ai cette situation-là tous les jours. Puis le cancer de la vessie, malheureusement, ça attaque souvent des personnes qui sont plus malades, qui ont des problèmes vasculaires, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de diabète. Donc, la situation que vous me décrivez, c'est une question qui est presque l'entièreté de ma pratique. Là. Je vois ça très souvent. Puis la finesse de l'oncologue, c'est de décider si le patient est capable de tolérer des traitements ou pas. Donc, moi, j'ai pas, je veux dire, j'ai quand même, je pense, la sagesse de décider qu'un patient peut tolérer un traitement ou pas. Puis il y a différents traitements aussi qu'on peut donner. Puis le mot choc est utilisé, mais la chimiothérapie, c'est jamais choc. L'idée, c'est de donner le traitement le plus approprié pour le patient. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le tolèrent très mal. Puis j'ai vu une patiente aujourd'hui dans ma clinique, là, justement, qui a eu un seul traitement de chimiothérapie, puis ça a été très, très difficile. Puis j'en vois 4 comme ça qui vont super bien, qui n'ont pas de nausées, qui n'ont pas de vomissements, qui n'ont pas de fatigue. Mais il y a certains patients qui tolèrent la chimiothérapie de façon très mal. Puis l'immunothérapie, c'est la même chose, hein. Ça peut tourner mal dans certains cas. Donc, ce pas des traitements bénins, mais encore là, quand on est dans une situation où la maladie est très agressive puis nous menace, bien, on utilise les meilleurs médicaments qu'on a dans le meilleur des scénarios possibles. Puis si votre oncologue vous a recommandé de la chimio, c'est vraiment ça qui est l'idéal parce qu'on sait que la chimiothérapie suivie d'immunothérapie donne des très, très bons résultats, alors que quand on utilise l'immunothérapie seule, les résultats ne sont pas très bons, sont quand même assez décevants dans la majorité des cas. On peut donner l'immunothérapie seule, sans chimiothérapie. Ça a été reconnu par Santé Canada, mais les provinces ont jugé que l'efficacité était tellement mauvaise qu'ils n'ont pas voulu les rembourser. Donc, moi, si je veux prescrire de l'immunothérapie sans chimiothérapie, ben, je n'aurai pas de financement par l'hôpital. Le patient va devoir payer son traitement parce que la province, elle, a fait une évaluation du coût et du bénéfice, puis ça ne rentre pas dans sa définition du coût du bénéfice. Peut-être que pour votre père, ça serait le meilleur traitement quand même, c'est déjà arrivé que moi, j'ai dû me mettre à genoux devant mon hôpital pour qu'il accepte pour certains patients très spécifiques de donner l'immunothérapie sans chimio, mais ce n'est vraiment pas la combinaison idéale. Puis, ça demande un peu de pirouette au niveau de votre oncologue. Puis, si votre oncologue jugeait que ce serait la meilleure chose, ben, j'espère qu'il y aura au moins la gentillesse de vous dire que c'est ça qu'il pense. Là. Mais encore une fois, si on utilise la chimio avant l'immunothérapie, on dirait que la chimio augmente l'efficacité de l'immunothérapie beaucoup, puis permet à l'immunothérapie d'être encore plus efficace. Donc, c'est vraiment ça qui est à favoriser quand c'est possible. Peut-être moi j'ai une question pour vous. Vous avez dit que c'est environ 20% des patients qui répondent à l'immunothérapie avec PD-1, PD-L1. Et puis, est-ce qu'on a une idée pourquoi les autres patients ne répondent pas? Est-ce que c'est parce que leur tumeur n'exprime pas PD-L1 ou quelque chose comme ça? Ben, je parlais que la cellule cancéreuse devient cancéreuse parce qu'il y a des mutations dans l'ADN. Hein. Quand la cellule se multiplie, il y a certains cancers qui gagnent un avantage en utilisant tel ou tel mécanisme. Donc, il y en a qui vont devenir cancéreuses en étant très agressives puis en se multipliant très rapidement. Fait que le système immunitaire n'a pas le temps de les reconnaître. Puis même si elles essaient de les détruire, bien, ils poussent plus vite que le système immunitaire. Fait que l'immunothérapie, pour ces cas-là, ne va pas fonctionner. Il y a d'autres cancers qui deviennent cancéreuses parce que justement, ils ont une mutation qui leur permet d'exprimer beaucoup de PDL1. Donc, si c'est le mécanisme principal de la tumeur, puis on le bloque, bien ça, c'est un coup de circuit. Là. On a frappé dans le mille, puis on a vraiment attaqué la cellule cancéreuse dans sa faiblesse. Puis on ne connaît pas encore super bien tous les cancers.
Moi, je pense encore que quand la technologie va être meilleure, puis quand on va être capable de prendre un cancer d'un patient, puis séquencer l'ADN au complet, puis connaître toutes les forces et les faiblesses de chaque cancer individuel, bien là, on va pouvoir mieux attaquer le cancer. Mais on n'est pas rendu là. On est encore, si on parle de l'évolution de la télé, là, on est encore dans la télé noir et blanc, fait qu'on voit quelque chose, c'est quand même mieux que la radio, mais on n'est pas encore à pouvoir préciser quel traitement va être super efficace pour tous les patients. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand l'immunothérapie fonctionne, là, je parlais d'à peu près 20-30 des patients, mais quand ça arrive, c'est instantané. En l'espace de 2-3 semaines, on voit le patient, puis il nous le dit. Il dit, je sais que ça marche, là, je vais mieux, j'ai plus de douleur, je me sens mieux, j'avais des symptômes dans la vessie, j'en ai plus. Alors, on frappe dans le mille, mais on n'est pas capable de le prédire à coup sûr. Ça, c'est ça qui est un peu embêtant. Puis on doit dire aux patients, bien, on prend une chance d'une certaine façon, mais si vous gagnez à cette loterie-là, bien, vous risquez d'être un très bon gagnant. Puis sinon, bien, on a d'autres traitements qui peuvent peut-être pallier à ça si jamais l'immunothérapie ne fonctionne pas. Donc, en ayant 3 chances avec 3 ou 4 différents médicaments différents, bien, souvent on finit par trouver la bonne séquence qui finit par attaquer le mieux possible la tumeur. Puis c'est pour ça que je disais la chimio, c'est bon aussi parce qu'il y a certains cancers qui dépendent vraiment de la prolifération. Puis là, la chimiothérapie est meilleure que l'immunothérapie pour attaquer ces cancers-là. Une dernière question, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a des patients qui sont très chanceux, qui même jusqu'à 9 ans après, n'ont pas de récidive encore. Et puis, est-ce que ça peut arriver, des récidives? Est-ce que vous en avez vu, des récidives très tardives comme ça? Je veux pas énerver le monde, puis je veux pas les inquiéter non plus, mais moi, j'ai déjà vu un patient qui a une rechute 20 ans après un traitement de chimio, puis qui a encore répondu super bien la deuxième fois, puis que je vois encore, là, mais mais je veux dire, c'est une exception, là, parce qu'on parle souvent du 5 ans, là, puis c'est vrai qu'après 5 ans, si on n'a pas de récidive, les chances de récidive sont moins de 5. Donc, moi, les patients qui ont eu de l'immunothérapie il y a 2, 3, 4 ans, la majorité, j'ai l'impression, ne vont jamais avoir de rechute. Là. Mais ce n'est pas exclu. On ne peut jamais dire jamais, malheureusement. Euh, on est déjà presque à 8 heures. Est-ce que vous avez le temps pour une autre Ah, question? bien sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le rapport avec le cancer pulmonaire dont vous parliez? Il n'y a aucun rapport. C'est juste que je m'occupe des deux patients, des deux sortes de patients. Puis le cancer de la vessie, c'est quand même un cancer très fréquent, mais heureusement, les urologues font du super bon travail, puis la majorité des cancers de la vessie se traitent, puis on n'est pas obligé de se rendre au stade où on a besoin des traitements dont j'ai parlé tout à l'heure, à part le BCG. Donc, les maladies qui atteignent le muscle, la maladie métastatique, c'est à peu près 20 fois moins fréquent que tous les cancers du poumon qui sont référés au CHUM. Donc, je vois beaucoup plus de patients avec cancer du poumon juste parce que c'est une maladie beaucoup plus fréquente, beaucoup plus mortelle, beaucoup plus agressive que le cancer de la vessie. Mais les traitements sont similaires, la biologie de la maladie est similaire, les facteurs de risque sont similaires. Alors, au niveau de la compréhension de la biologie de la maladie, c'est quand même très similaire. Donc, le développement des médicaments dans les deux maladies se suivent très bien. Mais moi, ça donne que on avait besoin de moi au CHUM pour m'occuper des cancers du poumon puis des cancers de la vessie, puis ça me faisait plaisir de le faire. Donc, j'ai développé une expertise dans ces deux maladies-là différentes. Merci beaucoup. On est pratiquement à 8 heures. Alors, comme il semble pas y avoir d'autres questions, alors on va mettre, on arrive à la fin du webinaire. Je crois que Teresa a déjà mis dans le chat un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller remplir un petit sondage. Alors, on apprécierait beaucoup si vous pouviez prendre un petit peu de votre temps pour répondre à ce sondage, pour nous transmettre vos commentaires et puis aussi pour c'est ça, nous faire part de vos suggestions pour des prochains webinaires. OK, alors donc j'aimerais remercier à nouveau notre présentateur de ce soir, le Dr Blais. Votre présentation, je crois qu'elle a été très appréciée. J'aimerais aussi également remercier tous les participants. J'espère que la présentation a répondu à vos questions. J'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux à participer à nos webinaires.
Je voudrais vous informer aussi, je prends l'occasion pour vous informer de l'existence du groupe de soutien pour les patients et les proches aidants des patients. Alors, si vous aimeriez rencontrer d'autres personnes qui ont aussi eu un cancer de vessie pour poser des questions, échanger sur vos expériences personnelles, vous pourriez vous joindre à ce groupe qui se rencontre sur Zoom les premiers samedis du mois. En ce moment, c'est aux 2 mois. La prochaine rencontre a justement lieu ce samedi, le 4 juin à 9 heures. Alors, pour rejoindre le groupe, s'il vous plaît, envoyez un courriel à info@commercial canada.org. Alors, je vous rappelle que cette présentation a été enregistrée et qu'elle sera téléchargée sur notre site Web dans les prochaines semaines. Nous enverrons un courriel à tous les gens qui étaient inscrits lorsque la présentation sera disponible sur le site Web. Finalement, encore, si vous avez des commentaires à nous faire, s'il vous plaît, les envoyer à commercial cancer-de-la-vessie-canada.org. Alors, bien, merci à tous pour votre présence et puis bonne fin de soirée. Arrête tout le monde. Au revoir. Au revoir.